Vous êtes un parent inquiet parce que vous avez un décrocheur dans la famille. Votre petit gars ou votre petite fille a laissé tomber l'école précipitamment, puis vous dites, qu'est-ce qui va lui arriver? Vous êtes vous-même un décrocheur, puis vous vous dites, y a-t-il moyen de me reprendre en main puis de me faire une vie? J'ai pour vous un témoignage extrêmement intéressant aujourd'hui. Un homme qui s'appelle Robin Roy, qui est spécialisé, je dirais, en exercice physique maintenant. Donc, c'est le corps, la santé qui est sa priorité. Mais il fut une époque, c'était pas le cas. C'était un décrocheur qui pataugeait pas mal dans la vie. Et il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes avec moi parce que vous lancez une série de DVD. Oui. Vous êtes très actif dans votre coin de pays à Trois-Rivières pour la mise en forme, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans votre vie, là. Racontez-moi, là. Vous êtes à l'école, d'abord, ça allait bien avant de décrocher? J'étais très bon à l'école. J'étais dans des classes de douance des fois parce que j'apprenais très vite et puis je me suis désintéressé de l'école au fur et à mesure. J'ai terminé quand même mon secondaire 5, mais quand j'ai commencé le cégep, j'en avais ras-le-bol de devoir suivre les autres. Puis il y a la musique qui m'intéressait beaucoup. Alors en même temps que j'ai laissé l'école, je me suis dirigé vers la musique parce que c'était un de mes rêves. C'est ça que je suis fier aujourd'hui, c'est d'avoir réalisé à peu près tous les rêves que je voulais. Mais c'est quand même décourageant pour un parent de voir qu'on a un petit gars qui à l'école aurait de la facilité d'une façon extraordinaire, puis qui laisse tout ça là, puis dit moi je m'en fais de la musique. Mes parents ont été déçus quand j'ai décidé, j'ai quitté le domicile familial en même temps pour aller rester avec mes chums de gars pour faire de la musique. Et oui, ils ont été déçus, mais ils m'ont laissé faire. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 17 ans, quand même. J'avais pas 14, là. Tu sais, j'ai terminé mon secondaire 5. Alors là, regardez ce que ça donne. Ça, c'est l'allure que vous aviez à cet âge-là. Là. Est-ce que, Chris, Là, je suis en train... Là, j'apprends je suis dans le milieu, j'ai une baguette de drum. Et C'est un drummer à la baguette. Oui, mais là, je commençais à drummer parce que j'ai découvert que j'avais un talent pour le beat. Et aujourd'hui, ça me sert pour faire de l'aérobie, mais dans ce temps-là, bon, je commençais, je chantais aussi. Alors, j'ai fait les deux, j'ai chanté et j'ai drummé. Et plus tard, on va voir sur un gros drum. Mais oui, là, je suis là avec ma petite couette. Là, j'ai 17 ans, je viens de lâcher le cégep, et puis je m'amuse dans la vie. Puis... Est-ce que vos parents sont allés voir ce spectacle-là? Ben oui, ils venaient me voir. Là, je suis en arrière. Là, j'ai les lunettes en arrière. Et je suis drummer. Mais là, moi, j'avais un méchant drum. Écoute, j'étais sous le chômage et je me suis acheté un drum de 8000 $. Oui, j'ai réussi. Je m'en rappelle plus comment. J'ai emprunté de l'argent parce que je voulais réaliser ce rêve-là. Et là, j'étais en train de chanter en plus. Alors, c'était très demandant au niveau physique. Et on n'avait jamais de spectateurs. Alors, tu sais, 14 gars qui viennent te voir un samedi soir. « Ah, c'est bon, qu'est-ce que vous faites? » Bon, tu sais, au moment... Mais les shows, vous les donniez où? Dans les bars? Ah oui, on était jusqu'à Sherbrooke. On a fait Trois-Rivières. On a fait des coins comme... C'était plus des coins fermés comme Saint-Hubal, des choses comme ça. Mais bon, on s'exploitait le plus souvent possible. Mais comme je te dis, on n'avait pas un public qui était très large. Et à un moment donné, j'ai voulu évoluer. Mais à l'âge de 17 ans, donc, il fallait vous rendre compte que c'est un rêve. Tout le monde veut être un artiste, hein? Mais que c'est aller au bout de son rêve, c'est pas nécessairement facile. Oui, parce que je me suis fait teindre les cheveux à un moment donné, on va le voir, bleu. Les cheveux bleus, j'avais peint... ça, Chris, des cheveux oui, je pense qu'on l'a. J'avais 24 ans, et là, ma mère, elle m'a dit... Donc, ça a duré pendant 7-8 ans, cette histoire-là? Ah oui, ben presque 10 ans. OK, là, j'avais les cheveux longs. Là, j'étais vraiment dans ma passe, entre guillemets, pouilleux, là. Ouais. Et puis, on va en voir d'autres aussi. Mais là, vous gagnez votre vie comment? Si vous achetez un tambour de 8000 $. Oui, ça, c'est mes cheveux longs. Ça. Et vous avez personne qui va vous voir, là, vous faites quoi? En fait, je travaillais avec des amis dans des fermes, dans des poulaillers. Mais à ce moment-là, c'était 6 mois par année. Et... Là, vous avez des anneaux partout, là? Non, là, j'en ai juste dans les oreilles. On va voir tantôt, j'en ai ailleurs. Ça a poussé, ça? Écoute, je m'en faisais poser parce que je voulais explorer ce monde-là aussi. Ça a été la musique, ça a été les cheveux longs. Et puis, c'est ça, je travaillais dans un poulailler, mais à chaque 6 mois, j'étais sur le chômage. Alors, pendant ce temps-là, on ne faisait que jouer de la musique. Alors, est-ce que c'était des ils sont là, mes cheveux bleus. Ouais. Et là, j'avais un anneau, j'avais un perçage dans la langue, dans le nez, dans les sourcils, dans les oreilles, parce que je voulais chaque endroit que c'était possible de se faire un anneau dans ça. Là, j'étais avec le gardien de but, l'ancien gardien de but des Canadiens de Montréal, Jocelyn Thibault. Jocelyn Thibault, qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Ça, c'est vous encore? Oui, ça, c'est moi, ça. Écoute, Alors, qu'est-ce que les parents disaient, là? Sachant que, quand vous me disiez tantôt, j'étais jeune, puis j'avais beaucoup de potentiel, là, ma vie, c'est de me teindre en toutes sortes de couleurs, puis de presque pas gagner d'argent. Et là, ça dure longtemps, là, jusqu'à 24 ans. Oui, une dizaine d'années, jusqu'à 24 ans. Ils se sont habitués au fait que je sois sous chômage, puis que je travaille, puis que je revienne. Parce que
je réalisais mon rêve. Puis il voyait que j'étais quand même heureux à ce moment-là, mais que j'avais un potentiel d'évolution, que c'était pas pour demeurer comme ça toujours. Preniez-vous de la drogue à ce moment-là? Parce que ça va avec ce mode de vie-là, c'est certain que j'en ai pris, j'en ai essayé. J'en ai essayé beaucoup, même à une certaine époque, parce que je vivais dans un monde que je nomme un monde parallèle, si on veut. Je m'habillais toujours en noir. Je n'écoutais jamais la radio. Puis ça, c'était un sous-entendu dans le groupe, une loi non écrite. On n'écoute pas la radio, on marche pas en plein. On était comme des vampires. Viviez-vous juste la nuit? Parce que ça fait partie souvent du mode de vie. C'est comme ça, je dis, c'est que tellement que je passais du temps sur le chômage, que j'en profite. C'est ça, on vivait juste la nuit. Quand il faisait soleil, on sortait pas à l'extérieur. Vous alliez vous coucher à ce moment-là. Oh oui, c'est ça, exactement. C'est une vie de fou quand même. Quand on est parents, moi j'ai des jeunes filles, on n'aspire pas. Je comprends qu'ils nous ont respecté là-dedans, vos parents, mais ils veulent décourager entre eux, non? À un moment donné, il souhaitait sûrement que je me réaligne parce que mon père me disait « Sors de ton cocon, fais quelque chose. » Et puis, mais je demeurais pas avec eux. Fait que je faisais ma propre affaire. Je voulais être seul, justement, pour faire ma propre affaire. Là, on voit quoi, là? Oui, là, c'était à Sherbrooke. C'était la première fois qu'on allait faire une tournée, une tournée, si on veut. Et là, c'est ceux qui venaient nous voir. Ils étaient à l'extérieur. C'est votre public, ouais, ça? Oui. Ils sont combien, on les compte? Ils sont bien. Ils sont 14. Ça, c'est moi, ça, ici. Là, j'étais en train de faire des babayes. Écoute, mes parents, là, ils étaient loin de moi, là, pas mal. Là, okay. Ils souhaitaient secrètement que je me rétablisse. Qu'est-ce que vous preniez comme drogue à ce moment-là? Bien, j'ai pris, là, à peu près, tu sais, tout ce qui se fait de pilules, de tout ce qui se fume, puis tout ce qui se sniffe, là, j'ai vraiment tout... La mescaline, à l'époque, des choses du genre? Oui, c'était la mescaline à l'époque. Là, moi, ça fait 10, 12, 15 ans que j'ai pas revu ça, j'ai pas touché à ça. Donc, vous étiez dans quel état, là? Je veux dire, je comprends que c'est le rêve, mais gelé ou... c'est comme je disais, c'est comme un monde parallèle, parce qu'à un moment donné, c'est que tu passes tes journées couchées, tu vis la nuit, tu joues que de la musique, tu sors pratiquement jamais de chez vous, tu composes de la musique, tu joues de la musique, tu vis que pour ça. Mais à un moment donné, c'est malsain parce que ton corps, il se nourrit, il n'y a pas des bons nutriments, puis tu n'as pas des relations qui sont qui portent fruit avec d'autres gens. Donc on tourne en rond. Oui, c'est une spirale pratiquement descendante. Mais j'avoue qu'il y a un marché pour ça. Il y a des groupes qui se hissent, des groupes de death metal, de black metal, de heavy metal, qui réussissent à percer le marché. Comme dans n'importe quoi. Quand tu es le meilleur de ton domaine, tu peux performer. Tout à fait. Mais là, vos parents, vous voyez, vous n'étiez pas le meilleur parce qu'il y en avait juste 14 à la porte. Là. Donc, je veux dire, ils s'inquiétaient pour ça. C'est ça, exactement. Vous qui êtes maintenant un adepte de l'activité physique, étiez-vous conscient que vous brisiez la santé à ce moment? C'est ça qui est le plus difficile comme parent, de savoir que ton gars prend de la drogue, il se couche à des heures de fou, puis vos copains, c'est peut-être pas... y avait-tu des bombes là-dedans? Oui, on était tous égales, on pensait tous la même... Faisiez-vous des mauvais coups? Non, ça, on était correct pour ça. On n'a jamais comme volé des choses ou pillé ou faire du vandalisme, peu importe. On ne se concentrait que sur la musique. Eux et moi-même, dans ce temps-là, on voulait faire le tour du monde. On se voyait les meilleurs au monde. Mais il y a un moment donné où je me suis mis à évoluer, à penser autrement. Alors, ça se passe comment? À quel âge ça arrive? Je te dirais qu'à 24 ans, là, ça a été le déclin de ce monde-là. Là, j'ai commencé, je me suis fait couper les cheveux. Il y a eu une photo tantôt où j'avais les cheveux rasés. Mais ça, c'est un gros message, c'est pour quelqu'un qui a les cheveux jusque-là. Qu'est-ce qui fait qu'un matin, on y va, là? Moi, dans mon cas, ça a été une erreur parce que je faisais pellement teindre les cheveux que j'ai été perdu. Ils sont mis à tomber. Bon. Alors, pour faire une job propre... Les cheveux bleus, ça tombe. Écoute, c'était n'importe quoi. Alors, pour faire une job propre, il a fallu que je m'y rase. Et là, quand les cheveux repoussent, tu veux pas immédiatement les... Bon, c'est exactement là la photo. Alors, tu vois, c'est une photo de famille. Mais mes parents étaient habitués. Ma soeur, ça les dérangeait pas. Hey, gars, ça, c'est moi, ça. Non, mais là, c'est vraiment de la grosse touffe au coco? Gars, c'est d'un extrême à l'autre. Oui, d'un extrême à l'autre. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu 24 ans. Ça, c'est un petit peu avant. Comme si les cheveux... C'était plus... Ça a un effet sur la personnalité. Comme si dans les cheveux, il y avait de la personnalité. Dans mon cas, oui. Mais tu as certaines personnes qui ont les cheveux longs aujourd'hui, puis c'est correct, qui ont des queues de cheveux... Bon. Et ma santé, je le ressentais parce que je mangeais pas bien. Je mangeais du riz qu'on fait cuire en 5 minutes. Je mangeais des hot dogs, je mangeais des biscuits, puis j'étais correct.
Mais j'étais pas optimal. Vous étiez malade pour un gars de 24 ans? Pas malade, pas en forme. Je veux dire, je jouais du drum, ça me tenait en forme de jouer du drum parce que je jouais du death metal, quand je venais tout trempe au bout de 2 heures parce que ça m'a tenu en forme. Moi, je trouve que avoir joué du drum si longtemps, si physique, ça m'a aidé aujourd'hui à faire de l'aérobie, carrément, parce que je pourrais sauter sur place pendant 4 heures puis j'aurais encore du souffle parce que je me suis pratiqué. Mais souvent, ceux qui sautent pendant 4 heures, ils vont à des rives, des choses du genre, c'est de l'ecstasy. Prenez-vous le genre de drogue-là? Non, ça, je l'ai jamais connu. Je l'ai jamais essayé, ça. Dans ce temps-là, c'était de l'acide. Alors, vous faites raser, puis ça commence comme ça. La prise de conscience arrive avec le coco. Là. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous laissez tomber votre groupe? Oui, carrément, parce que moi, je me suis mis à écouter d'autres musiques à un moment donné. Quand je me suis fait raser les cheveux, j'ai porté mon application dans une compagnie de meubles et j'ai commencé à travailler. Et là, mes chums m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu vas travailler? Ben, je sais pas. Il y a quelque chose qui veut en moi devenir meilleur. Donc, il vous trouvait pété d'aller travailler? Oui, il me posait des questions. Mais pourquoi tu as été porté ton application? On était bien, on était sur le chômage, on joue de la musique, on s'en fait pas avec la vie. Mais là, moi, je voulais pas continuer comme ça. Je l'ai fait, 8, 9, 10 ans. Aviez-vous vos anneaux encore à l'époque? Oui. Oui, je me suis fait engager, puis j'avais encore mes anneaux juste avant de perdre mes cheveux, si on veut. Et puis, mes dirigeants m'ont engagé, puis ils m'ont fait confiance. Et ils voyaient le potentiel que j'avais. Moi, j'ai passé 8 ans dans cette compagnie-là. D'employé de nuit, là, j'essuyais des chaises, j'étais tout plein de peinture. À l'ascension totale, j'ai terminé dans les bureaux avec ma cravate à côté du patron parce que j'ai tout gravi les échelons de la compagnie au fil des 8 ans. Et avec une coupe de cheveux puis à la fin, quand je me suis fait engager dans le bureau, j'avais encore mon anneau. Ils m'ont tellement fait confiance, ils voyaient tellement à quel point j'étais une bonne personne. En dépit des apparences. En dépit des apparences. Okay. Et là, je me suis fait engager. Il me restait juste cet anneau-là que je voulais pas faire enlever parce que ça fait super mal de se faire percer là. Mais à un moment donné, je l'ai enlevé. Là, j'ai dit garde. Parce que moi, là, j'ai toujours voulu me faire remarquer. J'ai toujours voulu qu'on me regarde, qu'on se dise, hey, lui, c'est Robin Roy. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a une façon de le faire sans choquer. Mais ça vous fait remarquer encore, mais pas de cette façon. Autrement, là. Qu'est-ce que vos chums disaient à l'époque, de voir le gars qui m'a dit, OK, qu'est-ce que tu fais là, a commencé à travailler, mais vous les avez abandonnés progressivement? Oui, 2 fois. Ça a été comme un couple. Je les ai laissés. Je suis revenu parce que ça me manquait encore un peu la musique. Et là, je leur disais, on devrait se commercialiser. On devrait arrêter de jouer de la musique pour 14 spectateurs. Essayons de toucher un public plus large. Et ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas se commercialiser, quelque chose de plus accessible. Alors, j'ai dit, regardez les gars, ça suffit. Moi, il faut que je parte de ce monde-là. Il faut que je revienne dans la réalité parce que j'ai quelque chose à créer qui va toucher un public plus large. Moi, c'est vraiment ça mon message. Et vous avez arrêté de les voir comment? Oui, du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, eux? Eux, ils ont continué. Ils ont continué. Oui, je crois qu'aujourd'hui, ils font encore... J'ai essayé de reparler à certains membres il y a à peu près 7-8 ans, juste pour leur dire « Hey, ça va-tu bien? » Et ils m'ont dit... mort à toi, va mourir en enfer. Parce que là, vous êtes le symbole de la réussite, vous vendez des DVD, vous faites de l'argent, vous êtes un capitaliste. C'est parce que je suis un traître. Je suis un traître. Parce que moi, souvent, on faisait des chansons et notre groupe, ça s'appelait Le Mal et le Bien. Et eux, ils se focusaient tout le temps sur le mal. On aimait ça parler des morts. Puis moi, j'étais le penchant plus Dieu. Moi, je voulais parler des bonnes choses. J'ai une chanson, on l'a pas ici ce soir, mais j'ai récité une prière dessus. Bon, et moi, j'étais tout le temps le côté qui les agaçait. Alors, je me suis sorti de là. Alors, si vous voulez, on fait une pause au retour, on parlera de la réaction des parents. Et comment vous avez repris ça en main? Vous avez fondé une espèce de tradition chez vous qui est en train de prendre de l'ampleur. Dans 3 minutes, à tout de suite. Avec moi, Robert Roy, qui, après avoir décroché, a raccroché, et parce qu'il avait peut-être la personnalité qu'il fallait. Avant la pause, vous m'avez expliqué que, pendant 10 ans, vous ne saviez pas trop où vous alliez, c'était le trip, on s'en va dans l'heavy metal, et vous allumez à un moment donné, vous dites, il faut peut-être que je me reprenne en main, vous travaillez à quelque part, et vous réussissez à monter les échelons. Vos parents, là, tantôt on parlait du désarroi qui était le leur, quand vous aviez 17-18 ans. Comment ils ont réagi quand ils ont vu que vous repreniez un sentier? Ils m'ont toujours appuyé. Alors, quand ils voyaient que je voulais revenir dans le bon sens, c'est sûr qu'ils étaient très contents parce que ils voyaient enfin un fils qui leur rendait honneur. Et alors, aujourd'hui,
c'est sûr que c'est les parents les plus fiers du monde qui sont toujours là à me supporter. Ma famille me supporte beaucoup parce qu'ils m'ont vu aller, ils m'ont laissé aller. C'est ça que je trouve quand même bien, c'est qu'ils n'ont pas trop cherché à me retenir. Parce qu'autrement, s'ils avaient trop retenu, pensez que ça aurait été plus difficile. Je peux pas dire comment ça... C'est difficile pour les parents de savoir comment se comporter. Hein? Il y en a qui ça décroche, puis on dit qu'est-ce que je fais, est-ce qu'il faut que je tire? Parce que des fois, c'est trop tiré, l'enfant. Il faut pas trop tirer. Moi, je dis qu'il faut laisser aller l'enfant à faire ce qu'il a à faire en lui donnant des conseils. Parce que moi, je les réentendais, ces choses-là. Je les réentends encore aujourd'hui, certaines choses que mon père me disait dans des situations plus difficiles qui arrivaient quand je jouais de la musique. Puis je disais, qu'est-ce que je fais dans telle situation? Et puis il me dit, fais telle chose. Puis je m'en souviens encore aujourd'hui. Puis ça m'a aidé. Même si on n'a pas l'air d'écouter, quand on est enfant, on écoute dans le fond. Oui, c'est exactement ça. Si vous voulez le contraste, Chris, c'est en mesure de montrer le contraste, là, ce que ça donne à l'âge. Là, vous aviez quel âge sur la photo? J'avais quand même 25 ans. 25 ans. Là, vous avez quel âge? J'en ai 36. 36. Ça fait 11 ans seulement. Ça fait seulement 11 ans. C'est fou. Parce qu'il y a des gens qui regardent ça et disent, écoute, il y avait 16 ans. Non, j'en avais 25. Alors, donc, vous allumez, vous montez dans cette compagnie-là et vous vous lancez dans l'activité physique. Oui, parce que quand j'ai travaillé dans la compagnie, ça m'a donné beaucoup d'assurance, d'estime de moi-même, de confiance en moi. Et un jour, quand j'étais rendu au top de cette compagnie-là, j'ai ouvert le journal et j'ai vu une annonce de Thai Box. Et dans ma tête, ça a fait comme, wow, OK, j'ai entendu dire qu'on avait chaud là-dedans. Je ne connaissais absolument rien de l'aérobie. Et puis, j'ai été m'inscrire à ce cours-là. Et à partir de cette journée-là, tout s'est enchaîné. Ça va faire exactement 10 ans. C'était le 18 avril 2000. Je vais toujours me rappeler de cette date parce que c'est le premier cours que je me suis inscrit. Et j'ai découvert que c'est à ça que je servais dans la vie. Parce que jusqu'à temps que j'avais 25 ans, je ne savais pas à quoi je servais. Vous n'aviez jamais été très physique jusqu'à cet âge-là? Non, pas du tout. Moi, je veux dire, j'ai tout le temps été assez sportif quand même parce que mon père m'a tout donné les règlements de tous les sports. Alors, j'étais comme un peu bon dans tout. Pas excellent, mais bon dans tout. Et puis, mais j'étais jamais vraiment physique. Mais à partir de ce moment-là, j'ai découvert que, hey, je m'alimentais pas si bien que ça, finalement, pour avoir un niveau d'énergie optimal. Je m'entraînais pas assez comme il faut. J'ai appris des techniques, j'ai fait des certifications pour me retrouver entraîneur. Et là, j'ai découvert que, wow, c'est à ça que je sers dans la vie. Là, je me sens compétent. Parce que quand on se sent pas compétent dans la vie, on peut pas bien performer. Donc, c'est une révélation. Quand on dit trouver sa voie, là, on parle de décrocheur. Les jeunes, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils aiment ça, ce qu'ils font, puis il faut qu'ils sachent qu'ils sont dans ça, c'est super important d'aimer ce que tu fais puis de faire ce que tu fais. C'est un coup de foudre avec l'activité physique? Tout à fait. C'est quoi la Thai Box? Le Thai Box, c'est de l'entraînement avec des mouvements de boxe. OK. Avec des mouvements de boxe. Moi, ce que je suis devenu à faire, c'est une série DVD qui avec ma méthode à moi, que j'ai intégré ma façon de faire dans les DVD, qui intègre quelquefois des mouvements de boxe, mais c'est plus ma méthode à moi. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment un coup de cœur pour la forme. Et vous avez appris ça vite, mettons. Oui. Et justement, à cause de la musique, comme on disait tantôt, parce que avoir joué du drum si longtemps, si physique, aujourd'hui, je trouve que c'est facile de faire de l'aérobie parce que mon cœur, il est habitué. Et l'autrement, c'est la musique, avoir de la coordination. Il y a tellement d'entraîneurs qui veulent commencer, mais qui peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le beat musical. Moi, j'étais un drummer. Alors moi, je pourrais te parler, puis j'entendrais la musique, puis je saurais où on est rendu, à quel mouvement on fait dans la chanson. C'est inné. Alors, c'est ça, je trouve ça super le fun. J'ai parlé avec des gens qui ont suivi vos cours. Ils disent que c'est un espèce de motivateur. Tu vois, un Jean-Marc Chaput dans l'âme. Mais moi, j'ai viré vraiment du tout au tout. Je suis parti d'ange de la mort à marchand de bonheur. Aujourd'hui, je suis content de faire ce que je fais parce que j'ai trop d'énergie. J'en déborde. Alors, il faut que je le donne. Moi, ce que je voulais dans la vie, c'est toucher un public plus large que mes 14 gars de tantôt. Aujourd'hui, je tourne des centaines, des milliers de personnes avec mes DVD. J'ai des courriels à chaque semaine de gens qui m'écrivent, qui sont tellement contents de voir un produit qui est différent, qui est nouveau, qui est drôle, qui vient les chercher. Je crée ce que j'ai toujours voulu faire à une plus grande échelle. Et je suis vraiment fier de mes DVD. Donc, showman à jeun, c'est plus le fun que showman à fond. Ben oui, mais si j'étais pour me rendre ici, assis là aujourd'hui, ben je referais exactement ce que j'ai fait quand même, parce que je suis fier d'où je suis rendu, je sais d'où je pars. Et puis, mais aujourd'hui, je me sens tellement bien dans ce que je fais parce que c'est ça, je suis compétent. Avez-vous des enfants? Non. Allez-vous en avoir? En voulez-vous? Je ne sais pas, peut-être, mais là, je suis pas rendu là. Je vis vraiment un jour à la fois. Mes passions, pour l'instant, c'est la forme, c'est les voyages, c'est les langues étrangères. Les enfants, on verra. Mais si jamais vous en aviez, là,
Comment vous allez voir ça? Vous qui avez fait un grand détour pour arriver là, vous allez laisser faire les détours qu'il faut? C'est sûr que je vais être d'une certaine façon plus tolérant parce que je vais avoir su d'où j'ai passé. Mais je vais savoir, je pense, comment les épauler parce que j'ai été dans les bas-fonds. Il y a été un moment de ma vie où je m'aimais pas du tout. J'avais une phobie des miroirs. Je n'étais même pas capable de me regarder parce que... Plus vous avez mis d'anneaux, plus vous aviez cheveux longs, moins vous vous trouviez acceptable. C'est qu'à un moment donné, là... Pour moi, là, c'est comme un cri d'alarme. C'est comme une espèce de... Il faut se retrouver. Mais là, qui ont les cheveux longs, mes anneaux dans le nez, qui nous regardent, on dit, tiens, il est en train de nous juger. Non, je les juge pas parce que je l'ai fait moi-même. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est que si tu es marginal, mais tu es bien là-dedans, c'est correct. Mais moi, je voulais aller plus loin et c'est là que je me suis rendu. On voit des images. Là, je suis au port de Montréal. Alors, c'est mon plus récent DVD. Alors, c'est sûr et certain que... Ah ouais, écoute, c'est pas le gars qui était sur le drum non, tantôt. Non, pas du tout. Mais c'est ailleurs. Mais il faut vraiment trouver ce qu'on aime le plus faire dans la vie de cette façon-là. Comme toi, Denis, tu as trouvé ce que tu aimais le plus faire? Oui, ça c'est sûr. Je vois, il y en a un, ça s'appelle bootcamp. Comme dans l'armée, là. Tu sais, les bootcamps, là, tu dis, c'est le même, vous avez passé à couper en derrière, c'est le même qu'on vous le montre. Mais tu vois, à l'écran, c'est ça le bootcamp. Parce que, je veux dire, il y a plusieurs façons de le voir. Si on traduit en français, ça voudrait dire cardio militaire. Mais moi, je voulais pas crier après le monde. Puis je trouvais ça trop athlétique, trop réglementé. Là, regarde, tu vois, on se permet des petits pas de danse, mais ça reste simple à suivre. C'est ça pour ça que je l'ai laissé le titre bootcamp, parce que bootcamp, au départ, c'est des mouvements qui sont pas du tout compliqués à suivre. Et tu vois, il y a même des hommes sur mon DVD, parce que je veux que ça soit accessible à tous. Et puis, mais c'est intense, par exemple. Et je vous mets au défi de trouver une meilleure musique. Moi, c'est vraiment une marque de commerce. J'ai tellement joué de la musique longue. Ça sonne pas comme tantôt, là, quand même. C'est différent du heavy metal. Oui, c'est commercial. On veut que tous les gens puissent l'écouter. Vous avez changé de goût musical. Ah oui, aussi, j'ai pas eu le choix. Puis aujourd'hui, j'en ris. Je suis plus capable d'écouter ce genre de musique-là. Non, c'est extrêmement rare. Il y a des fois, là, une fois par année, je vais écouter une petite chanson, ça va me rappeler. T'as pas un petit bout de toune, Chris, qu'on la fredonne ensemble, un petit bout de toune heavy metal? Écoute ça, là. T'avais pas de compliqué à jouer parce que je vois, c'est 2 accords, ça, c'est fort. Il y a tellement de gens dans ce moment-là qui... Écoutez, on va écouter OK. Là, c'est moi qui chante, là. Oh oui. Bon. C'est ça, faites l'exercice là-dessus, après 10 minutes à moitié mort, c'est fatigant à prendre. Puis, pauvre auditoire. Tu sais, je me dis, OK. Non, mais moi, je veux pas rire du heavy metal, parce qu'il y a des époques qu'on aime ça. Moi, j'aimais ça plus jeune, la musique plus bruyante. Et il y a le talent aussi. Vous aviez peut-être pas le talent des jeunes de Jonquière. Ils sont plus jeunes maintenant, mais à l'époque, vous savez, la référence, le groupe de Jonquière, comment il s'appelait, le groupe de Jonquière? Il y en a un qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'était en termes de heavy metal, c'est une référence. Donc, c'est une musique respectable pour ceux qui aiment ça, mais sauf que c'est difficile à endurer à long terme. Exactement. Il y a beaucoup de musicalité. On pense que c'est facile à jouer, mais oui, c'est complexe et c'est dur physiquement. Mais ça demande un certain auditoire, ça demande une certaine oreille. Puis aujourd'hui, c'est vrai que j'ai changé. Ça, c'est sûr. Et vous êtes plus enfant, vous l'étiez. Ah, ça, c'est sûr. Donc, une série de DVD, il y en a plusieurs. Là. J'en ai 4. Vous en avez tant que ça? J'en ai 7, en fait. J'en ai 7 en tout. Ça, c'est ma série Bootcamp. C'est celle qui fonctionne le mieux. Tu vois, à chaque fois qu'on fait un DVD, il y a toujours des commentaires qui disent que c'est leur coup de cœur. Dernièrement, on était dans le top 20 pendant 2 mois de mon dernier DVD, le plus récent, au sommet de la forme. Alors, c'est très flatteur, c'est très le fun parce qu'ils sont beaucoup vendus. Et puis, je suis en train de faire ma marque. Je parlais à Claude Poirier tantôt, il disait un gars comme ça, il dit, moi, ça m'inspire parce qu'il dit, je trouve que ça donne de l'exemple aux jeunes, puis tu fais bien de l'inviter. Ça me fait grandement plaisir. Bonne chance pour la suite des choses. Ça sera éventuellement une inspiration, comme je disais tantôt, autant pour les parents que pour les enfants qui flirtent avec le décrochage. C'est peut-être pas très heavy metal, mais au retour, on va parler de donner pour donner, tout donner, avec un couple extraordinaire. En fait, c'est le couple de l'heure, Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault, qui sont en spectacle après la pause.